maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue sur Top Congo FM de votre magazine Top Santé. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. À Kinshasa, les personnes en situation de handicap qui habitent les différents sites d'hébergement vivent dans des conditions précaires. En amont, l'insalubrité dans les sites d'hébergement et la précarité, et en aval, l'accès limité aux soins de santé à cause de leur coût, alors que selon la loi congolaise, tous ces soins devaient être gratuits pour cette catégorie de personnes. Pour y remédier, Médecins sans frontières a lancé depuis janvier 2023 un nouveau projet de renforcement de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap à Kinshasa. En quoi consiste ce projet? Comment s'exécute-t-il? Et quelle est la part du gouvernement congolais? Comment les bénéficiaires se retrouvent-ils dans l'exécution de ce projet? Pour en parler, nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions dans cette émission avec nos invités. Et nous recevons pour ce faire Dr Dago Inagbe, qui est chef de mission Médecins sans frontières RDC. Nous recevons aussi Monsieur Mulumbawa Mulumba Jean, qui est le coordonnateur de l'Institut national pour aveugles de Mongafula, appelé en sigle INAV. Il est également doctorant psychologue et nous recevons aussi dans cette émission Monsieur Jean-Claude Chibombe. Il est conseiller au ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est avec nos invités que nous allons aborder cette problématique de soins réservés aux personnes vivant en situation de handicap en RDC. Bonjour messieurs, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. Merci. Comment allez-vous? Ça va, il fait beau à Kinshasa. Merci beaucoup. Alors docteur Dago, vous pouvez en quelques mots nous présenter Médecins sans frontières? Alors, Médecins sans frontières est une organisation médico-humanitaire qui vient en aide aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, de situations de belligérance sans aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique. Nous travaillons dans la neutralité, l'impartialité et en toute indépendance. MSF est présent au Congo depuis au moins 45 ans. Nous sommes présents dans le nord Kivu, à l'est, et à Kinshasa, nous avons le projet VIH et le projet d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap dont vous venez de parler. Merci beaucoup. Monsieur Chibombe, comment se présente la situation des personnes vivant avec handicap en RDC et autres personnes vulnérables? Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous m'accordez pour parler sur l'état des lieux des personnes vivant avec handicap. Depuis la venue de notre ministère, on a trouvé que la situation de la personne avec handicap est telle qu'elle a été tous ces temps. C'est-à-dire quoi? La personne avec handicap se retrouve dans une situation où il faudrait nécessairement modifier son statut, dans un état où il faudrait nécessairement le permettre à ce qu'il puisse maintenant intégrer la société, ce qui n'a pas existé pendant tous ces temps. Et ainsi, son état actuel, c'est lui permettre d'abord à ce qu'il puisse vraiment s'intégrer et permettre à ce qu'il puisse se retrouver avec ses droits, avec toutes ses entités dans la République démocratique du Congo. Quand vous dites que vous l'avez trouvé dans l'état dans lequel il est, oui. Il était dans quel état? La personne vivant avec handicap s'est trouvée à deux tendances. La première tendance, c'est une situation où, effectivement, la société l'impose à être sans pour autant être intégré totalement. Alors là, on les considère comme quelqu'un qui nécessite toujours, qui a toujours des besoins, la personne qu'il faut toujours aider, mais alors que cette personne a des droits qu'il faudrait nécessairement avoir. Et ces droits ne nécessitent pas seulement être appuyés, mais parvenir à intégrer la société, ce qui a été sa difficulté. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mulumba Jean, vous êtes le coordonnateur de l'INAV, Institut national pour aveugles Mongafula. Monsieur Chibombe vient de le dire ici que les personnes en situation de handicap
vivez dans des conditions difficiles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Merci beaucoup, Madame la journaliste. J'aimerais préciser une chose. Oui. Vous êtes malvoyant pour que nos auditeurs puissent aussi le comprendre. Et vous défendez la cause de toutes ces personnes. Merci beaucoup. Présentement, bien qu'étant non-voyant, je représente les autres catégories Exactement. de personnes. Merci de nous avoir reçus dans votre émission précieuse. D'ailleurs, c'est une occasion rare. D'entrer les jeux, le plus grand problème auquel se trouvent confrontées les personnes vivant avec handicap n'est pas la perte de leurs facultés, mais c'est le manque de compréhension de son état dont font preuve les amis, les camarades, bref, l'entourage. Et c'est là les difficultés commencent, comme vous venez de le dire. Les difficultés sont de tous ordres, on ne va pas tout énumérer ici. Les difficultés tournent autour de 3 axes. Il y a les difficultés sanitaires, difficultés éducatives, difficultés socio-professionnelles ou emploi. Et voilà parler grosso modo des 3 difficultés que je regroupe auxquelles nous sommes confrontés. Et comment faites-vous pour vous en sortir? Pour nous en sortir, il y a un effort qui doit être fourni, primo, par les personnes en situation de handicap eux-mêmes et enfin les partenaires ou les personnes de bonne volonté. Mais cela ne se fait pas tic au tac. Il y a toujours des embûches, et des blocages, et parfois incompris. Et c'est un effort qu'il faut fournir en contactant les personnes précitées. Merci beaucoup, M. Moulumba. Docteur Dago, vous implémentez un projet en faveur des personnes en situation de handicap. Comment se présente ce projet? Comment se présente la prise en charge de toutes ces personnes? Merci, madame. Ce projet dont l'intitulé est l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap dans la ville de Kinshasa a été co-construit avec les associations de personnes en situation de handicap et en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et spécifiquement le ministère des personnes vivant avec handicap. Nous offrons des services, comme son nom l'indique, d'accès aux soins dans les centres de santé, plus spécifiquement de Vijana et d'INAV, l'accès à des soins de santé primaires gratuits avec des références. Et dans une approche santé publique, il y a sur la ville de Kinshasa 10 sites d'hébergement qui sont des endroits où les personnes en situation de handicap vivent. Et donc nous avons fait des travaux de réhabilitation pour tout ce qui est latrine, l'habitat de ces personnes, des douches, et pour que ces personnes aient une qualité de vie acceptable. Voici résumé le paquet des activités que nous faisons, mais je tiens à ajouter que dans les zones inaccessibles, nous faisons aussi des cliniques mobiles où ces personnes viennent recevoir des soins de santé gratuits. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons fait une lutte antivectorielle sur les sites d'hébergement pour tuer tous les gîtes larvaires, les moustiques et autres, pour qu'ils puissent bien dormir. Et ils en étaient très satisfaits. Et pourquoi avoir choisi seulement Kinshasa? Très bonne question, madame. Nous avons choisi Kinshasa parce que pendant le Covid, MSF avait déjà eu une expérience à l'endroit de ces personnes. Ces personnes ne savaient pour la plupart pas pourquoi les gens portaient des masques quand le Covid a débuté. Et donc, MSF a fait des activités de sensibilisation à l'endroit de ces personnes qui, parfois, sont un peu, je préfère dire, en dehors de l'offre de services du système de santé. Et donc, ça a été la première raison. La deuxième raison, c'est que ce projet est un projet pilote. Nous avons estimé qu'il fallait pouvoir l'implémenter
dans une zone où les décideurs sont accessibles. Et la capitale est l'endroit le mieux indiqué. Et donc, c'est la combinaison de ces deux facteurs, de ces deux éléments qui nous ont poussé à choisir Kinshasa. Je voudrais préciser que ce n'est pas parce que la proportion des handicapés est plus élevée en Kinshasa par rapport aux autres. À peu près combien? Alors, je vais vous donner le chiffre officiel dans le pays. Au Congo, je parle sous le contrôle du représentant du ministère des Personnes vivant avec VIH. Au Congo, on estime à 13% de la population totale des personnes vivant avec VIH. Ça, c'est le chiffre officiel. Et l'OMS, dans le monde entier, dit 15%. Donc, c'est trop. Ben, c'est relatif, dit que c'est trop. Moi, je ne regarde pas le nombre. Je regarde plutôt le service que nous devons offrir. Je regarde tout ce qui peut être discrimination pour ces personnes, parce que s'ils n'ont pas accès aux services sociaux de base, même s'ils sont 2, 3, je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc 13%, c'est le chiffre, ça peut être trop, mais je pense que le plus important, c'est l'offre de services. Alors, Monsieur Mulumba. Oui. Non, pardon, Monsieur Tshibombe, voilà. Monsieur Tshibombe, par rapport à ce projet que vient de présenter Médecins sans frontières, quelle est la part du gouvernement? Merci beaucoup. Je pense que ce que vous devez savoir d'abord, c'est que notre ministère, c'est un ministère transversal. La donne handicap, c'est une donne qui est vraiment transversale. Le ministère en charge des personnes avec handicap a déjà mis en place un programme, une stratégie dans le cadre effectivement à prendre en compte effectivement tout ce qui concerne les catégories des personnes avec handicap. Par rapport à la question de la santé, nous sommes en train de collaborer avec le ministère de la Santé parce que notre ministère n'est pas habilité normalement à porter des soins, à faire tout cela. Tout ce qui cadre avec la santé, par rapport aux attributions de chaque ministère, c'est la santé. Et étant donné que le ministère de la Santé, ou bien la santé, concerne aussi les personnes avec handicap, nous collaborons, nous entrons en collaboration avec des partenaires tels que MSF pour effectivement cet accompagnement. Et c'est de cette manière-là que nous le faisions. Mais nous sommes toujours en contact, nous sommes vraiment en action, en symbiose avec le ministère qui a dans ses attributions la question de la santé. Pour autant. M. Mulumba avait évoqué 3 axes. Il y avait l'axe sanitaire, il y avait l'axe éducatif et l'axe socio-professionnel. Oui. Alors, le ministère qui est l'organe technique du gouvernement congolais. Oui. À part le secteur sanitaire, dans l'éducation et socio-professionnelle, qu'est-ce que vous faites? Dans l'éducation, effectivement, nous sommes là. Nous avons mis en place une stratégie par rapport à l'éducation d'abord inclusive. Vous voyez, nous n'avons pas besoin seulement de voir que non, il peut y avoir l'enseignement spécialisé pour les personnes avec handicap. Et nous avons dit, la personne avec handicap, on ne doit pas la mettre seulement en isolement pour permettre à ce qu'elle soit seulement spécifiquement à son handicap. Non, nous voulons l'intégrer, qu'il fasse des études ensemble avec les autres pour compétir avec les autres afin de changer son état. Et ça permettra à ce qu'il puisse intégrer dans toutes les stratégies possibles. Ça, c'est par rapport à l'éducation. Vous voyez? Oui, par rapport... vous avez parlé au métier. Oui, effectivement, là-bas, socio-professionnel. Là-bas, nous entrons en contact avec le ministère de métier. Le ministère, effectivement, qui a dans ses attributions le système de formation professionnelle. Alors là, nous avons déjà aussi un autre programme, une autre stratégie que nous avons mise en place pour permettre à ce que déjà les personnes avec handicap accèdent à cela pour leur intégration sociale. Monsieur Mulumba, est-ce que vous confirmez tout ce que M. Tshibombe est en train de nous dire ici? Je le confirme en partie, parce qu'il faut être sincère. Est-ce que vous avez des besoins? Oui, effectivement, il y a le besoin. Tout le monde a des besoins, mais je parle ici bien des besoins spécifiques. Comme j'ai parlé des 3 axes, aux 3 axes correspondent effectivement les besoins. Parce que quand il y a la problématique, il y a aussi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la réalisation. Et nous, les besoins sont énormes, Madame la journaliste. Et le besoin sanitaire, là, ce sont des besoins qui sont vraiment prioritaires. Madame, si aujourd'hui vous êtes malade, excusez-moi seulement de m'atteler à vous, si une personne est malade,
Va-t-elle se réjouir de quelque chose? Je pense que la réponse est non. Vous allez vous décourager de tout. C'est pourquoi la santé est très primordiale, surtout chez les personnes vivant avec handicap. Ici, nous remercions en passant l'MSF qui essaie de faire quelque chose chez nous à Mongafula, là où je travaille, en améliorant, n'est-ce pas, la prise en charge médicale des personnes vulnérables et les autres catégories handicapées qui viennent là, et ce n'est pas suffisant parce que c'est comme un seul bras. Imaginez-vous, il y a le problème des transports, les gens viennent de partout parce que les personnes avec handicap ne sont pas acceptées dans les autres structures sanitaires. Il y a une stigmatisation. Oui, la stigmatisation, la négligence, la méfiance d'abord. Parce que quand on voit qu'il vient seulement demander alors que le besoin de santé, c'est pour tout le monde. Là, le besoin de santé, nous demandons les personnes de bonne volonté qui nous écoutent d'emboîter les pas aussi à l'MSF. En faisant ce que l'MSF est en train de faire, réhabiliter et puis donner des médicaments, ce n'est pas facile. Là, c'est le besoin sanitaire. Il y a le besoin éducatif, comme on le dit, le besoin éducatif. Et ça, c'est compliqué parce que les handicapés, en général, ne sont pas facilement acceptés dans les milieux éducatifs à tous les niveaux, c'est-à-dire maternelle, primaire, secondaire et universitaire. Il faut qu'ils payent. Heureusement, avec Madame la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, a travaillé dans beaucoup d'ateliers où nous étions là pour demander à ce que nous soyons acceptés en payant ne fût-ce que la moitié, mais ce n'est pas encore applicable. Je crois qu'à l'avenir, ça va aller. Enfin, il y a la prise en charge médico-psychosociale. Vous savez, les personnes vivant avec handicap, en plus de leur handicap, ils sont aussi touchés. D'où il faut qu'ils soient vraiment intégrés dans les structures, là où on peut les accepter, surtout beaucoup plus sur le plan mental. Et enfin, il y a le besoin alimentaire. Le besoin alimentaire, ici, madame, je vous dis que ça, c'est ici où les remèdes s'empoignèrent. Vous avez, on mange chaque jour. Ces derniers n'ont pas d'emploi. Comment vont-ils vivre? C'est pourquoi nous en appelons, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement qui nous écoutent, de créer, n'est-ce pas, des micro-projets susceptibles, n'est-ce pas, d'éradiquer la mendicité qui est la honte pour la République. Et quand quelqu'un mange, peut bien étudier, peut bien travailler. Le besoin là se fait effectivement sentir et il faut que quelqu'un appuie ça. Voilà un peu parler en synthèse. Merci beaucoup. Ouais. Oui, docteur Dago. Oui, je pense que M. Moulouba a listé certains besoins des personnes en situation de handicap au niveau de la santé, mais plus spécifiquement pour le projet que nous mettons en œuvre. Je voudrais dire qu'on agit aussi au-delà des consultations sur tout ce qui peut être barrière, briser toutes les barrières d'accessibilité aux services de santé. Il y a la barrière physique. Les structures où nous implémentons ce projet pilote ont été réhabilitées pour faciliter l'accès de ces personnes. En d'autres termes, si vous voyez un handicapé physique qui est dans son fauteuil roulant, on a mis en place des rampes, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse partir de la salle d'attente jusqu'au bureau de consultation du médecin comme tout autre patient. Nous avons aussi mis en place des interprètes en langue de signes afin que la consultation soit équitable. Vous savez, moi je suis médecin de formation. À la faculté de médecine, on ne nous apprend pas à communiquer en langue de signes. Oui, c'est ça, là. Voilà, et donc
Nous avons mis des interprètes en langue de signes qui leur expliquent, qui fait la consultation avec eux, qui leur expliquent la prise de médicaments. Il y a aussi le mobilier qui doit être adapté à ces personnes. Vous imaginez une femme handicapée physique, enceinte, qui doit accoucher, si la table d'accouchement n'est pas adaptée, ça c'est encore un autre problème. Donc ce projet pilote, c'est de montrer au système de santé, dans ce partenariat avec eux, ce qui peut être fait pour améliorer. Je parle de la barrière économique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on donnait des soins gratuits, mais parce qu'ils ne peuvent pas payer. Nous espérons que la loi en place au Congo va être appliquée aussi rapidement, parce que cette loi dit que ces personnes ont droit aux services de santé de manière gratuite ou à coût réduit. Voilà, mais pour l'instant, nous payons. J'avais oublié de mentionner que nous offrons aussi le support en santé mentale. Il y a des psychologues dans l'offre de services, parce que la problématique de l'handicap est une double charge pour ces personnes qui ont déjà des problèmes d'accès aux services sociaux de base. Donc, pour la plupart, ils ont besoin d'un support psychologique. Donc, c'était pour répondre un tant soit peu aux difficultés évoquées par Mais est-ce que cette aide que vous offrez répond aux besoins des personnes en situation de handicap? Alors, en introduction, je vous avais dit que ce projet avait été co-construit avec les associations de personnes en situation de handicap. Très clairement, ça veut dire que nous avons organisé des groupes de discussion où ces personnes nous ont listé leurs priorités en termes de santé. Nous ne sommes pas venus dire que directement on va traiter le paludisme, mais ils ont dit, je vais lister, l'une de leurs premières priorités, le top priority, c'était toutes les affections liées à leur handicap. Les albinos nous disent exactement tout ce qui est problème de peau, c'était ça leur priorité. Les handicapés physiques nous ont dit dans ces groupes de discussion, c'est tout ce qui était douleur ostéo-articulaire, parce que avec les problèmes de mobilité, quand ils rentrent le soir, ils ont mal partout. Et ils ont cité en deuxième position l'hygiène et l'environnement. Ils vivent dans des conditions où il n'y a pas d'hygiène. La troisième priorité, c'est la santé mentale dont je viens de parler. Et après, ils ont mis les maladies chroniques en quatrième position et les affections générales en cinquième position. Donc, nous avons co-construit, ils nous ont exprimé leurs priorités et nous avançons comme ça, tout en étant flexibles, tout en étant capables de s'adapter. Voilà. Non, M. Tshibambe, par rapport aux besoins exprimés par M. Mulumba et les réponses apportées par Médecins sans frontières, le gouvernement congolais lui-même, vous avez dit que vous travaillez avec le ministère de la Santé publique. Oui. MSF, loin de lui la prétention de tout prendre en charge, de tout assurer. Et le gouvernement fait quoi? Mais déjà, quand vous parlez de MSF, c'est votre partenaire. Un partenaire, voilà. Un grand partenaire de la santé. Et notre partenaire, parce qu'effectivement, il est en train de travailler dans le domaine des personnes avec handicap. Et c'est là que nous étions en train de vous dire, ici, vous vous rappellerez, que nous avons dit que la donne handicap, la question du handicap, c'est une question vraiment transversale. Et quand effectivement ils viennent, nous d'abord nous félicitons d'abord les actions que nous avons mises sur place, les actions que MSF est en train déjà de rendre. Nous sommes très contents de ça et c'est pourquoi d'ailleurs nous étions déjà tentés de demander à d'autres partenaires de rejoindre effectivement... Vous êtes tenté, donc vous ne l'avez pas encore fait? Je suis tenté de le dire ici parce que moi je ne dois pas effectivement le faire. Mon autorité doit l'exprimer et on l'a déjà exprimé d'ailleurs parce que vous voyez déjà que MSF nous a invités pour que nous puissions venir participer aussi à cette émission avec elle. Donc vous vous rendez compte que déjà ce partenariat est un acquis. Non seulement pour eux, mais nous sommes en train de... nous sollicitons alors, s'il faudrait que j'arrive à ce que vous avez voulu, nous invitons... Non, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est M. Mulumba qui l'ai voulu. Nous invitons, vous avec M. Mulumba, qui est, effectivement, vous représentez tout le monde. Et c'est ça aussi notre volonté aussi. Permettre à ce que tous les autres partenaires puissent se joindre à cette initiative de MSF qui vient de donner un coup de pouce effectivement à notre ministère. D'autant plus que nous avons, le gouvernement met en place un projet, un programme, une stratégie et cette stratégie doit être accompagnée effectivement par les partenaires effectivement qui sont avec nous. Et c'est ça ce qui... M. Mulumba a évoqué un aspect. Oui. La stigmatisation, la discrimination. Comment vous faites? Parce qu'il y a une loi, non? Oui. Il y a une loi ratifiée le 15 septembre 2015,
la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Aujourd'hui, qu'en est-il de la mise en œuvre de cette loi? Il a parlé de l'accessibilité dans les transports, tout ça, ça pose problème. Oui. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour éradiquer toutes ces restrictions à la participation? Merci beaucoup. À notre arrivée, quand déjà on a créé ce ministère, nous avons été contraints de mettre certaines bases sur lesquelles on pouvait se référer pour parvenir à répondre à tous ces besoins. Ce qu'il a fallu, c'est quoi? Vous avez parlé de la Convention relative aux droits des personnes avec handicap. Il aurait fallu que dans notre pays, qu'on mette en place une loi. D'abord parce que la Constitution, à son article 49, la Constitution de la RDC, à son article 49, prévoit à ce qu'on puisse mettre en place, qu'on vote une loi organique, n'est-ce pas? Une loi organique portant protection des personnes avec handicap. Cette loi a été déjà mise en place et même promulguée par le chef de l'État. Maintenant, là, nous sommes, je pense que si vous avez suivi, vous avez d'ailleurs été invité quand le président de la République lui-même a lancé il y a 3 semaines déjà la vulgarisation d'abord. Vous voyez, on vulgarise et nous, à notre niveau, les éléments qui sont qui sont déjà édités dans cette loi, nous avons commencé déjà par mettre en place des stratégies pour la mise en œuvre. Dans un premier temps, il a fallu mettre en place une administration qui permet à ce qu'on puisse coordonner toutes ces activités. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a nommé, il n'y a pas longtemps, un secrétaire général qui va s'occuper maintenant de toute la technicité effectivement dans l'administration. Dans combien de temps? Ça, c'est de 1. De 2, nous sommes en train de... Vous dites? Dans combien de temps? Non, nous avons déjà un secrétariat général. Qui sera opérationnel dans combien de temps? Qui a déjà commencé. Et là, nous avons d'ailleurs lancé le recrutement des agents qui vont faire partir. Les personnes avec handicap, y compris. Et nous devons déjà le faire. Le secrétaire général a déjà commencé. Et l'ENA, ensemble avec le ministère de la fonction publique, sont déjà... On a lancé déjà, les gens se sont déjà enregistrés. Là, nous sommes dans l'étape où ils doivent passer leur concours et participer pour que nous puissions faire l'effectivité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, dans l'application de cette loi, nous sommes en train de mettre en place déjà des conseils nationaux consultatifs, là où les personnes avec handicap vont commencer à produire les éléments pour que nous puissions y arriver. Donc déjà, nous sommes en train de mettre en vigueur effectivement cette loi organique petit à petit. Monsieur Thibombe, les besoins sont... Les personnes vivant en situation de handicap le ressentent déjà, expriment déjà des besoins. Oui. Doit-on attendre encore beaucoup de temps pour que ce que vous dites se matérialise? Madame, pour réaliser quelque chose, il faudrait qu'il y ait un soubassement juridique. Vous ne pouvez pas faire des choses sans pour autant avoir de soubassement juridique. Et maintenant, là, nous avons déjà mis en place des stratégies pour aller résoudre un problème, un besoin. Il faudrait mettre en place une stratégie. Et c'est ça que nous avons mis en place. Merci beaucoup. Merci. Alors, on suit déjà. Docteur Dago, quels sont les défis à relever pour l'avenir? Pour ce projet pilote que nous mettons en œuvre en partenariat avec les personnes en situation de handicap et les ministères de la Santé, des Affaires sociales et des personnes vivant avec handicap, je pense qu'il y a des défis, effectivement. Je vais citer quelques-uns. Il y a l'engagement communautaire, je veux dire l'engagement des leaders communautaires. Je pense que l'opportunité que nous avons au Congo, c'est le fait d'avoir un ministère délégué, mais avec des textes de loi qui sont déjà là. Donc il faut que cet engagement communautaire puisse se manifester à tous les niveaux. Et ça, c'est un défi, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons parce que ça pourrait aider à solutionner certaines difficultés relevées par M. Moluba, la discrimination, la stigmatisation. Il y a aussi les données. Je pense que vous avez posé la question sur la proportion des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il serait bien d'avoir une cartographie de ces personnes afin que les besoins puissent être bien affinés et adressés correctement. Quand on sait exactement où ils sont. À Kinshasa, nous avons 10 sites, mais il y a tous ceux qui vivent dans la communauté pour lesquels les relais communautaires que nous utilisons vont passer des messages et sur lesquels nous travaillons. Ça, c'est l'un des défis. Et puis, le troisième défi, c'est l'application, je dirais, effective des textes de loi, parce que ça nous donne pourrait nous donner une chance de pérennisation pour ce projet. Parce que si les textes de loi, comme il a dit, ils y travaillent, sont appliqués, je pense qu'il y aura la gratuité des soins et ces personnes pourront continuer à aller à l'hôpital. Donc, c'est un long processus. On y travaille ensemble, comme je l'ai dit, et
Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit on est plus fort quand on est ensemble. Donc, même si c'est des défis on pourra les surmonter avec le ministère. Et ce projet, vous avez parlé, c'est un projet pilote. Après Kinshasa, vous prévoyez aller dans quelle province? Alors, je vous ai dit que MSF est dans le Nord Kivu, à l'Est, sur d'autres thématiques. Pour les personnes en situation de handicap, on pourrait peut-être, mais ce qui est souhaitable, c'est que l'État s'approprie ce projet. Parce que, très clairement, les deux piliers essentiels, c'est la mise à niveau des infrastructures pour que ces personnes puissent avoir accès. Deux, qu'ils aient accès à coût réduit ou gratuitement aux services de soins. Donc, ça pourrait être implémenté aussi facilement. La troisième chose, c'est le partenariat, comme il a si bien dit. Si d'autres partenaires viennent travailler sur la thématique, je pense que la couverture au niveau pays pourrait être plus grande. Donc, en tant que MSF, nous faisons déjà ce pilote et peut-être on pourrait s'étendre, mais je pense que le partenariat peut être l'un des grands piliers. Monsieur Moulumba. Oui, madame. Vous êtes personne vivant en situation de handicap, vous êtes les principaux bénéficiaires de ce projet de Médecins sans frontières. Êtes-vous satisfait ou il y a encore des choses qui devraient être faites qui n'ont pas encore été faites? Vous savez, l'homme n'a jamais été satisfait. Hein? Quand on résout un problème, on en crée d'autres. N'est-ce pas? Ça, c'est un principe. Mais, d'emblée, certainement, c'est les actes, les actions que MSF a posées sont palpables et visibles. Je prends seulement le cas de Mongafula, là où j'habite. Quand vous allez regarder aujourd'hui, vous allez vraiment vous étonner si vous avez été là il y a 10 ans, 15 ans. Il n'y avait pas de rampe. Il n'y avait pas de clôture pour l'hôpital. L'hôpital n'était pas beau à voir. D'ailleurs, ce n'était pas l'hôpital. Moi, j'appelle c'était un dispensaire. C'est maintenant qu'il y a l'hôpital parce que la place là répond quand même aux normes internationales. Donc, je confirme que les actions sont palpables, sont visibles et s'il reste à faire, je crois au fur et à mesure qu'on avance, ils vont encore réaliser beaucoup plus. Mais par rapport aux membres du gouvernement qui est à ma droite ici, ce qu'il a dit pour agir, il faut un soubassement juridique. Mais ici, le problème n'est pas juridique, c'est un problème social et humanitaire. Vous lui avez bien posé la question. Faut-il attendre? Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est malade, qui a une fièvre. Vous dites que non, il faut aller d'abord. Non, je pense qu'il faut intervenir. Moi, ce que moi je peux demander au gouvernement, de nous prêter main forte, de ne pas attendre le juridique là. Le juridique là, il faut être dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est ipso facto. Quelqu'un est malade, vous intervenez. Quelqu'un a un besoin, il ne faut pas attendre. Je crois que dans leur budget non ventilé, ils peuvent le faire. C'est ce que moi je peux demander. Et au ministère des personnes vivant avec handicap et au ministère des Affaires sociales d'intervenir en attendant que le juridique est là. Voilà un peu. Mais dans un premier temps, on est ensemble. Ici, le problème des personnes vivant avec handicap, c'est le problème humanitaire. S'il faut toujours le juridisme, je vous dis que nous attendrons très longtemps et ça ne sera pas bien. Mais sinon, sur le terrain, on le sent quand même. Je dois dire la vérité, je pense qu'il ne va pas maillir. Hein? Non, comment ça? Voilà, alors, monsieur oui, j'étais juste... Merci beaucoup, j'ai bien suivi monsieur Moulumba. Peut-être qu'il m'a très mal suivi pendant que j'ai parlé de base juridique. J'ai dit, pendant qu'on veut réaliser quelque chose, il faudrait déjà avoir un soubassement. Un soubassement, ce n'est pas dit que non, on s'arrête seulement là. Je vous ai parlé ici que notre ministère, c'est un ministère transversal. La donne handicap, c'est une donne effectivement qui est transversale. Nous collaborons avec le ministère, dans le cadre de la santé, nous collaborons avec le ministère de la Santé pour orienter. Et heureusement qu'il y a déjà un partenaire ici du ministère de la Santé qui travaille avec le gouvernement
Donc là, nous n'allons pas dire que non, le gouvernement n'a pas... C'est parce qu'il y a cette collaboration que déjà les choses sont en train de se réaliser. Si je parlais des bases juridiques, c'était quand je voulais vous dire que non, écoutez, en mettant des stratégies, pendant que nous étions en train de mettre des stratégies, il a fallu se référer sur certaines bases juridiques pour orienter afin que nous puissions atteindre bien ces objectifs-là. Heureusement que le gouvernement est déjà en train de travailler avec les partenaires et il y a déjà des appuis, des autorisations et tout consort. Toute cette collaboration est là. Donc on est très sensible à cette situation de santé effectivement des personnes avec handicap. Voilà ce que je voulais. Et l'éducation, parce qu'il y a d'autres besoins aussi. Oui, bien sûr. L'éducation, je vais vous donner un exemple. Par exemple, notre ministère est entré en contact avec, quand il y a eu les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, nous sommes allés, la ministre est partie et est entrée en contact avec le ministre de l'ESU, de l'enseignement supérieur universitaire, pour mettre en place comment est-ce qu'on peut prendre la situation des personnes avec handicap qui sont dans les études supérieures. Et là, il y a déjà des avancées significatives où les personnes avec handicap doivent avoir une certaine possibilité d'aller au cours. D'abord, en considérant leur type de handicap, où on doit mettre en place des bibliothèques, par exemple, en braille, ce qui a déjà commencé à être déjà mis en étude. Effectivement, les études sont déjà là et on a déjà commencé à faire. On a déjà commencé à créer une direction qui est spéciale pour les personnes avec handicap dans chaque université. Et cela a été effectivement des avancées qu'on a essayé de mettre en place par rapport aux études. Et voir comment est-ce qu'il faudrait diminuer, donner une certaine facilité de frais aux personnes avec handicap. Ça, c'est dans le cadre effectivement de l'enseignement. Donc, on collabore avec le ministère des tutelles pour permettre à ce qu'on puisse résoudre, tant soit peu, le besoin qu'on a présenté par les personnes avec handicap, que d'ailleurs moi aussi je suis. Êtes-vous satisfait de ce que Médecins sans frontières fait jusque-là? Oui. Mais nous allons demander, si nous avons demandé à ce que les autres viennent souder le coude à Médecins sans frontières, les moyens, nous savons que les moyens sont toujours limités. Même si c'est un organisme effectivement qu'on peut croire qu'il peut y avoir des moyens, il y a toujours, on est buté à certaines difficultés. Mais cette collaboration avec les autres partenaires, cette collaboration avec tous ceux qui peuvent venir accompagner des actes comme ça, d'abord nous félicitons parce que ce qu'on a dit, c'est vrai. Nous avons été à Mongafula, on a vu effectivement ce qui s'est passé, ce que MSF a fait. Nous avons été dans certains centres d'hébergement où on a mis, on a fait des forages pour permettre à ce qu'il y ait l'eau potable. C'est quelque chose à encourager. Et d'un tel partenaire, pour nous pouvons accepter ce que nous puissions continuer avec. Docteur Dago, nous terminons déjà par rapport à tout ce qu'on a dit ici. Déjà dire que MSF est très heureux de participer à ces échanges, mais qui démontre clairement le partenariat que nous entretenons avec toutes les parties prenantes. Nous voulons ici, à travers votre micro, inviter toutes les personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, dans la loi congolaise, il y en a 7, à se rapprocher des services, des centres de santé où nous sommes pour bénéficier des soins et de toutes les campagnes que nous mettons en place. Terminer par dire qu'ensemble, nous allons pouvoir surmonter les défis qui ont été relevés ici. Ces centres sont où? Vijana, à Lingwala, INAV à Mongafula 2 et les cliniques mobiles à Limité dans un centre d'hébergement qu'on appelle CAP. Est-ce qu'il y a un numéro de contact? Le numéro de contact, je pense que ce sera le numéro du directeur de l'hôpital de INAV ou le coordonnateur du site de INAV et l'hôpital de Mongafula qui est un hôpital public que tout le monde connaît. Voilà, merci beaucoup. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et bon week-end. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, merci d'avoir été avec nous. Merci également à nos invités, Dr Dago Enakbe, qui est chef de mission Médecins sans frontières RDC. Merci également à M. Jean Moulumba Wamulumba, qui est le coordonnateur de l'INAV à Mongafula. Et merci aussi à M. Jean-Claude Chibang, qui est du ministère des personnes en situation de handicap et autres personnes vulnérables. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné, Miguel Mena et Dani Zayobi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant?
Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.